Nous accueillons Sophie Blondy. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Notre invitée du jour pour cette masterclass qui va nous parler de sa carrière. On va diffuser en exclusivité son deuxième long métrage qui s'appelle L'Étoile du jour. On va changer la morphologie de la masterclass parce que c'est vrai qu'on a coutume de d'abord diffuser le film et ensuite d'avancer sur un débat avec l'invité. Là, on va faire les choses un petit peu différemment. Comme L'Étoile du jour, c'est ton second film, on va d'abord attaquer avec un débat. On va parcourir ta carrière, on va parler de ton premier long métrage. Et ensuite, on va s'arrêter au deuxième long métrage, on va le regarder. Et on vous retrouve pour compléter le débat ensuite. Alors, on s'assoit alors. Oui, on s'assoit. Merci. C'est sérieux. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là. En tout cas, je ne connais pas du tout cette école. Je trouve qu'elle est dans un cadre vraiment, je ne sais pas, très verdoyant. Je trouvais que c'est vraiment une très belle école. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne suis jamais venue. Et je trouve que la salle de projection est magnifique aussi. Donc, je suis très heureuse d'être là pour partager des choses avec vous, comme on me l'a proposé. Merci. Sophie, tu as en face de toi donc, des étudiants qui sont en première année, donc qui commencent leur cursus à l'école. Donc, ils passent par le prisme d'une école pour aller dans différents métiers qui vont aller de la réalisation, image, montage, production, etc. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens ? Quel a été ton parcours personnel ? Alors, nous, on te reçoit en tant que réalisatrice, mais tu as fait d'autres choses, j'en dis pas plus. C'est difficile de résumer sa vie. En plus, plus on avance, plus on a de choses à raconter, enfin normalement. En tout cas, il y a beaucoup d'expérience. Je ne sais pas, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai toujours essayé de suivre mes rêves et d'être persévérante, parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais il faut aussi... Il faut les accompagner et il y a des hauts et des bas. Si je dois résumer, depuis quand tu veux que je reparte ? Quel âge ? Depuis le début. 8 ans, depuis la naissance, alors ? C'est pas la naissance. Mais si on regarde voilà, ce que tu as fait, on se rend compte que tu as fait beaucoup de choses. Oui, enfin, j'ai fait beaucoup de choses, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai fait de la danse. Je rêvais de rentrer chez Maurice Béjart, qui était une compagnie, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à regarder notamment le Boléro de Georges Donne, qui est une merveille. Et d'ailleurs, Lelouch l'avait filmé dans Les uns et les autres. Mais voilà, c'était mon premier rêve, c'était de rentrer chez Maurice Béjart, qui était une école de la discipline, de l'art bien sûr, mais beaucoup de la rigueur. Et donc j'ai pu réaliser ce premier rêve, mais toujours, j'avais envie toujours de créer. C'est-à-dire qu'être interprète m'intéressait beaucoup, d'être au service de ce que je faisais. Mais je trouvais ça intéressant de créer. Et je me suis rendu compte que même quand on crée, on est toujours au service de ce qu'on fait. Donc il y a une école à Bruxelles qui s'appelle l'INSAS. Et je travaillais déjà avec... on faisait des liens, des courts-métrages déjà quand j'étais chez Béjart. Et puis après, je suis venue à Paris, ne connaissant personne, et avec des rêves plein la tête. Et j'en ai réalisé pas mal. Dont celui de travailler dans le cinéma. Donc j'ai été stagiaire, j'ai fait de la régie, j'ai été assistante, j'ai été script. J'ai commencé à réaliser moi-même mes premiers petits documentaires. Je dis petits parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, je les ai produits toute seule. Je trouvais des partenaires, comme ça je me débrouillais. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance de travailler avec de très grands réalisateurs, aussi bien pour le cinéma que la télévision. Donc j'ai beaucoup appris mon métier en observant, en travaillant au service des autres. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai écrit mon premier long métrage, comme ça, sans avoir fait de cours. J'ai suivi en fait mon intuition et j'ai sonné aux portes beaucoup. Il y a des gens. J'ai rencontré des gens très bienveillants, notamment pour mon premier long métrage, parce que je ne devais pas du tout jouer le rôle, même si j'ai une formation aussi d'interprète que j'ai eue chez Béjart. Parce que chez Béjart, on faisait de la danse, mais on faisait beaucoup, beaucoup de théâtre aussi, et de chant. Et j'ai envoyé un jour mon scénario chez Armédia, enfin, je pense que vous connaissez, c'est une très grande agence. Et puis il y a quelqu'un qui m'a rappelé 3 jours après, qui m'a dit on a lu votre scénario, c'est très beau, on veut vous rencontrer. Mais moi j'allais les voir pour rencontrer une actrice. Je voulais faire tourner Sandrine Bonner, que j'aime beaucoup.
Et j'ai discuté pendant 2 heures avec eux et ils m'ont dit non, non, mais je pense que en fait, c'est vous qui devez jouer le rôle. Bon, c'était un grand agent, je m'en suis rendu compte après, qui avait lancé Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miu Miu. Enfin, c'était un grand monsieur qui était aussi un grand ami de François Truffaut. Moi, je ne savais pas du tout. Et il m'a dit, il faut travailler. Pendant 1 an, vous travaillez avec une coach. Et puis, vous réalisez votre film. Ça paraissait paradoxal hein, de jouer et en même temps de réaliser un film, hein, puisque je suis très impliquée dans la mise en scène et dans le moindre des cadres. Donc être à l'intérieur d'un film hein, pour le diriger tout en étant à l'extérieur, ça a été un double travail, mais qui m'a beaucoup plu, qui a été un exercice merveilleux et très difficile. Et donc voilà, j'ai essayé, je me suis jetée à l'eau et voilà. Donc ton premier long métrage s'appelle Elle et Louis au 14e étage. Ouais, Et avec donc, Guillaume Depardieu. Voilà, et tu On n'a pas l'as le temps. réalisé en quelle année? J'ai réalisé, il y a déjà, ouais, il est sorti en 2000, voilà. Hmm. Ouais. Tu as évoqué le nom de Guillaume Depardieu. Alors, c'est un nom qui est pour nous très important et très connu. En plus, pour ma génération, je suis pas sûr que, voilà, pour votre génération. Vous connaissez quand même Voilà. Guillaume Depardieu? Vous connaissez ou pas? Voilà. Ouais, C'était un très, 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 très grand acteur. ouais, voilà. Alors, pour un premier. Et d'ailleurs, demain, excuse-moi, Je t'en je prie. fais une. Oui, parce que Guillaume, je le connaissais pas du tout. Hein. Moi, je suis arrivée à Paris, je connaissais personne, donc comme ça, c'est très simple. Il y a vraiment des concours des circonstances et surtout une détermination profonde qui permet d'aller vraiment vers les personnes qui vous correspondent et surtout de réaliser ses rêves. Et j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Demain, en fait, on fête l'anniversaire de Guillaume. Et il est né un 7 avril et on m'a proposé de présenter le film demain. Donc, j'ai le grand honneur d'être avec sa femme et aussi avec sa fille, hein, qui maintenant, Louise, a 16 ans. Et on va donc passer ce long métrage pour faire une soirée pour Guillaume, quoi. Voilà. Sophie, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Guillaume? Parce que c'est un premier long métrage. Comment, c'est quand même quelqu'un qui à l'époque est connu. Comment tu as pu l'emmener dans ton univers? Je pense qu'il y a des correspondances qui se font de manière extrêmement naturelle et que c'est vraiment un matin on se réveille et puis c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je me suis dit ah oui, Guillaume serait formidable, mais comment on fait pour rencontrer Guillaume Depardieu? Voilà. Parce que c'est quand même vraiment précieux et comment on rencontre un acteur très connu qu'on aime et qu'on adore, enfin, dont on aime énormément le travail. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours faire confiance à son intuition et que tout est possible dans la vie, absolument tout. Moi, je l'ai vécu et je continue à le vivre. Alors, bien sûr, les rêves s'accompagnent d'une ténacité, d'une persévérance, pas seulement sur 3 mois, mais sur des années, mais que tout est absolument possible à partir du moment où c'est juste. Et comment j'ai rencontré Guillaume? Je me suis dit avec qui il a tourné. Il a tourné avec Pierre Salvadori, qui continue à faire des films d'ailleurs, qui est vraiment un grand réalisateur, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé, j'ai vu le numéro de Pierre Salvadori, je l'ai appelé. En fait, je lui ai laissé un message sur sa ligne fixe, sur son répondeur. Il m'a rappelé le soir et il m'a dit voilà, j'ai eu votre message, je vais transmettre votre numéro de téléphone à Guillaume. Et à ce moment-là, il y a son portable qui sonne et j'entends, alors il me dit excusez-moi, et j'entends, il dit allô Guillaume, ah tiens c'est marrant, on vient de m'appeler pour toi. Donc déjà le lien était fait, vous comprenez, à un certain niveau. Et il a dit voilà, alors il m'a dit bon écoutez, moi je vais transmettre votre numéro à Guillaume, mais après voilà, ça m'appartient plus. J'ai dit bien sûr, mais merci beaucoup d'avoir de faire de me rendre ce service quoi. Et Guillaume m'a rappelé, voilà, je m'en souviens très bien et c'était vraiment de l'ordre du... vous savez, les grandes rencontres, c'est comme les grandes rencontres d'amitié, c'est comme les grandes rencontres de fraternité, c'est comme les grandes histoires d'amour. Il y a vraiment une évidence qui s'impose, qui fait que votre vie bascule hein, de manière assez sidérante et sidérale. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Enfin, je parle d'un rapport fraternel hein, qui a vraiment été très puissant dès que j'ai rencontré Guillaume, quoi. Il m'a donné rendez-vous à l'hôpital. Bon, je sais que ça peut paraître incroyable, mais il n'était pas. Enfin, ça allait, quoi. Mais non, mais c'est parce que, tu vois, il m'appelle et puis il me dit ça vous dérange pas de venir à l'hôpital? Et j'arrive à l'hôpital et
Et c'est vrai que c'était, je me souviens de sa petite tête à travers le hublot de la chambre. Il souriait comme ça. Et il m'a observé pendant assez longtemps. Il m'a dit, asseyez-vous. Il m'a dit, c'est quoi votre film, hein? Alors je commence à raconter. Il me dit, c'est quoi le rôle que moi, vous voulez que je joue? Je lui dis, bah, c'est le rôle d'un poète, c'est Arthur. Il me dit, Arthur, hein, d'accord. Il me dit, ok, je le fais. Il prend une feuille comme ça sur le côté et il m'écrit qu'il va faire le rôle et qu'il le confirme. Voilà. Et je sous-signais Guillaume Depardieu. Voilà. C'était quand même assez étonnant. Et c'était assez marrant parce qu'il était en train de manger une soupe industrielle là, qu'on mange dans les hôpitaux. Et il me dit, t'en veux? Et le fait qu'il partage, ça peut paraître très symbolique, mais ça l'était. Il m'a tendu sa soupe comme ça pour que je goûte sa soupe. Et ça allait bien au-delà, si vous voulez. C'était un partage. Vous savez, tout est symbole dans la vie. Et c'était évidemment la soupe à la tomate. Je me souviens, elle n'était pas très bonne, mais c'était forcément déjà un pacte que nous passions. Après, il m'a dit, bon, allez, on s'en va. Mais je lui dis, mais t'es à l'hôpital, là, t'es dans le lit. Enfin, je voyais ça. Non, 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 on se bat et tout. Voilà. Et il met son manteau, il enveloppe sa jambe dans une espèce de... Comment on appelle ça? Tu sais, un truc qui fait que tu peux sortir avec des scratchs, là. Il prend ses béquilles et il se barre de l'hôpital. Et il me dit, suis-moi, t'inquiète pas, on va passer par derrière. Et c'était, voilà. Donc, on est allé boire un verre. Voilà, alors qu'il n'avait pas du tout le droit de sortir. Enfin, c'était déjà... Enfin, c'est pour vous expliquer que... Je sais pas, c'est tout le côté poétique et merveilleux qu'on retrouve aussi dans le cinéma. Enfin, le cinéma se fait pour rêver. C'est aussi le terrain de tous les défis. Voilà, on devient des héros. En tout cas, les personnages sont des héros quand on écrit un film. Et là, tout était déjà très cinématographique avant d'avoir commencé le film, quoi. Et c'est très beau parce qu'il m'a dit, pourquoi tu m'as choisi? Et je lui ai dit, je sais pas, mais je sais que c'est toi. Alors il m'a dit... bah c'est bien, c'est comme l'amour, on ne sait pas pourquoi, mais c'est là. Voilà, donc on a bu un petit whisky et il est rentré de nouveau à l'hôpital. Voilà. Tiens, regarde là-bas, c'est la maison de mon grand-père. On y jouait quand on était petits avec mes frères. Puis il est mort. Elle est jolie cette maison. Pourquoi tu m'as mis ici? Quand tu parles de ton film, on en a parlé pour préparer cette masterclass, c'est un film qui est très présent encore pour toi, hein. Oui, enfin, oui, c'est déjà à chaque fois je vois des extraits comme ça, j'ai l'impression que je découvre, ce qui peut paraître paradoxal parce que j'ai tellement travaillé, je joue dedans, mais à chaque fois c'est comme si ça renaissait. C'est ça qui est fou, c'est un peu comme quand on écoute un morceau de musique et on le redécouvre à chaque fois et on est toujours heureux de le revoir. Puis ça me rappelle, bon c'est vrai que cette scène est un peu, enfin triste, il y a quand même beaucoup de nostalgie. C'est vrai que Guillaume était quelqu'un de très drôle. Bon là ça se voit pas évidemment dans cette scène, mais c'était quelqu'un vraiment de très bout en train, qui emmenait toute l'équipe, qui avait beaucoup d'humour, mais c'est surtout... je lui avais dit, quand tu vas allumer les bougies à l'intérieur je lui avais dit, sois monacal, hein. C'est tout ce que je lui avais dit. Et vous voyez, d'un seul coup, il est en train d'allumer les bougies, on dirait un jeune prêtre, quoi. C'était quelqu'un qui était capable de... Et son père est comme ça aussi, Gérard. Ils sont capables de vraiment dire des bêtises, mais juste avant le moteur. Et dès que c'est moteur, hop, il rentre dedans. Mais en une seconde. Ça, c'est... Parce que moi, il faut que je me concentre un peu. Moi, si je rigole avant, quand on dit moteur, je continue à rire, quoi. Eux, pas du tout. Ils peuvent rigoler, et puis d'un seul coup, on dit moteur, et hop, ils plongent d'un seul coup dans cet état complet. Ça, c'est assez étonnant, quand même. Le métier d'équilibriste. Et ce premier film, si on essaye, alors c'est difficile de répondre, mais si on essaye de le dater dans une période de ta vie, tu as mis combien de temps à le construire, à le penser, à le tourner? Je sais pas, enfin, le temps n'existe plus. De toute façon, je m'en suis rendu compte depuis longtemps. Il m'y passe vite, par contre, ça c'est sûr aussi. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mis toute ma vie dans ce premier film, quoi, parce que je suis revenue tourner à Amiens, qui est une ville à laquelle j'avais été arrachée, donc je suis venue me réenraciner à cette ville
avec toute une équipe qui elle-même est tombée amoureuse du lieu, de tout ce qui se passait dans toute la fabrication. C'est un film aussi, c'est quand même, on a tourné, il faisait très froid. Bon, on n'était pas non plus en Sibérie, hein, faut pas exagérer, mais il faisait quand même -5, -10, des fois on avait très froid. Mais il y a toujours une solidarité, je sais pas, vous voyez, il n'y avait aucun confort en fait. Et je pense pas qu'on puisse créer dans le confort. C'est pas non plus, il faut pas créer des situations difficiles pour les créer, hein, parce qu'elles se créent déjà bien, bien naturellement. Mais c'est vrai que ça demande un dépassement de soi, ça demande d'aller toujours au-delà, ça demande il faut tellement organiser de choses et donner le meilleur de soi, aussi bien dans l'interprétation quand on est acteur que dans la fabrication du film, que c'est pas possible d'être dans le confort. On peut pas créer dans le confort, ça n'existe pas. Donc il y a toujours un moment donné, je parle de la prise de danger, où il faut se jeter à l'eau et oser. Moi, c'était mon premier film, donc je joue, je réalise, je l'ai écrit. J'avais le vertige la veille du tournage, je voulais m'en aller. Hein. Je me disais, j'avais peur, quoi. J'avais peur faut dépasser la peur, hein, d'oser faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire, c'est bien, tu as du courage, vas-y. Mais il y a plein de gens qui vous découragent tout le temps. Mais il ne faut pas les écouter. Il faut écouter ce qu'on ressent et aller jusqu'au bout. Voilà. Et quand le film est sorti, parce qu'on trouve des avis très positifs sur le film, comment tu as vécu l'après? Comment tu as vécu? En fait, j'ai jamais pensé à ça. Et d'ailleurs, maintenant, je fais très attention à l'après d'un film, c'est-à-dire à tout le côté de la distribution, tout le côté business. Moi, quand j'ai fait ce film-là, je faisais un film et puis voilà. Je me suis pas du tout rendu compte qu'il fallait trouver un bon distributeur, qu'il fallait faire de la pub, qu'il fallait faire des télés. Enfin, j'avais complètement occulté ce côté médiatique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il est sorti dans très peu de salles, mais que c'est vrai que j'ai eu des très bonnes presses. Et puis il y a des gens importants de ce métier qui sont venus vers moi, qui m'ont téléphoné. Donc ça m'a donné beaucoup de force, de courage pour continuer. Mais oui, enfin bon, vous savez, les critiques de cinéma, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je pense que vous savez, c'est ce que disait Truffaut, il n'y a aucun enfant qui rêve d'être critique de cinéma. On rêve de faire des films, on rêve pas de les critiquer. On les critique quand on ne peut pas en faire, franchement. Après, il y a des critiques. Non, mais c'est vrai. Après, il y a des critiques qui sont très constructives. C'est des gens éclairés, intelligents, qui vont vous pointer du doigt pour que vous alliez plus loin. Mais il y en a si peu. D'ailleurs, c'est ce que disait Louis Jouvet. Enfin, il disait, vous savez, les critiques de cinéma... c'est pas vraiment des êtres humains, au même titre que les vautours, c'est pas vraiment des oiseaux. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je sais pas s'il y en a qui ont les critiques de cinéma, mais bon. Il y a un moment donné, on fait quoi, on travaille. Donc ceux qui font pas, voilà. Il y en a qui font bien leur travail, mais il y en a beaucoup qui assassinent les gens parce qu'ils sont pas capables de faire. Donc ça, c'est pas bien. Voilà, je pense vraiment. Des fois, je lis des critiques de films que j'ai vus et ça me fait vraiment mal pour les réalisateurs quand je sais le travail que ça représente et qu'on y met toute sa vie. Je pense quand même que les critiques doivent être un peu plus respectueuses au vu des gens qui travaillent et qui font. On va revenir quand même sur pour un premier long métrage. Tu l'as écrit, réalisé, tu joues dedans. Est-ce que tu l'as évoqué à travers tes différentes réponses, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus? C'est-à-dire comment concrètement tu as vécu ça sur le tournage? En fait, c'est complètement instinctif. Hein. Moi, je me suis retrouvée vraiment dans l'état d'un enfant. Je ne sais pas quand vous vous souvenez, hein, parce que vous êtes enfant. Il n'y a pas longtemps que vous étiez des enfants. Et moi, j'essaie de me souvenir de l'enfant, de la vitalité, de la joie que j'avais à être enfant. Quand on se mettait dans le grenier ou n'importe où dans la cour et on disait, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et hop, d'un seul coup, le rêve apparaît. Et c'est comme ça qu'on crée dans la cour de récréation. Moi, j'ai fait mon film exactement avec la même optique. C'est-à-dire qu'on va faire ça, tiens, je vais jouer, on fait ça. Bien sûr, il y a tout un travail en amont. C'est que pendant 1 an, on s'est vu avec les acteurs et qu'on faisait un découpage. C'est-à-dire qu'on répétait toutes les séquences. Comme moi, je jouais, il fallait que je sois en lien avec mon chef opérateur et qu'à chaque fois, je vérifie et que je travaille avec lui les cadres. Parce que le cadre, c'est quand même ce qu'on raconte quand on fait une photo. Si on la fait là ou là, ça n'a pas le même sens. Donc, j'ai été extrêmement précise par rapport à ça. Et sur le tournage, j'avais toujours un petit combo de poche qui était grand comme ça à peu près. Et donc au moment où on faisait les répétitions et les déplacements, je voyais les cadres. Et c'est quelque chose
chose assez instinctif parce que des fois j'étais comme ça et je disais à mon chef-op, mets-toi là, là ça va être bien avec lui derrière, je le sens. Alors il mettait la caméra là et c'est quelque chose de très organique, de très physique. Il me disait ah oui, donc il faisait le cadre et je sentais le cadre de l'intérieur. Et c'est assez merveilleux de pouvoir raconter un film et en même temps de plonger dans le film en même temps en prenant tous les risques parce que j'étais doublement exposée. Mais quand on est à l'intérieur d'une séquence, on dirige les gens sans qu'ils s'en rendent compte parce qu'on joue. Donc forcément, on leur dit pas tiens tu vas te mettre là, tiens tu vas te mettre là, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens se mettent là naturellement. Et je parle beaucoup de Robert Bresson qui parle des liens invisibles qui se créent entre les gens et qui sont bien sûr intensifiés sur un tournage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça coûte cher, donc on doit être très efficace. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, merci. Et c'est un petit peu technico-technique peut-être, mais ça peut intéresser aussi certains de nos étudiants. Donc tu l'as tourné en pellicule, ce film ? On l'a tourné en Super 16, on l'a gonflé en 35. Ouais. Mais maintenant que je tourne en numérique, parce qu'évidemment ça coûte moins cher, il y a quand même une grande facilité, je tourne de la même façon. C'est-à-dire que je ne fais pas plus de 3 prises parce que je ne veux pas tourner. Quand on tourne trop, on ne sait plus ce qu'on fait. Je pense qu'il faut préciser sa pensée et être extrêmement déterminé par rapport à ses intentions. Si on tourne comme ça, allez on tourne, allez on la refait, c'est de l'incontinence pour moi. Donc je suis extrêmement précise. Et c'est vrai que je pense que c'est bien de faire 2-3 prises, voire 4, mais pas plus. Ça nous oblige à être vraiment précis. Et puis parce que de toute façon, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on n'avait pas vraiment... voilà, mais bon, voilà, c'est une façon de travailler pour l'instant dans laquelle je suis. Peut-être que plus tard, je ferai des films plus importants encore, je veux dire avec plus d'acteurs, et que là, j'aurais peut-être besoin de faire plus de prises. Mais j'essaie de tourner en numérique comme je tournais en pellicule. Merci. On va peut-être regarder un deuxième extrait du film. Ouais, moins triste que le premier, ouais. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette scène de supermarché, parce que le tournage est un petit peu symptomatique, non, du tournage. Ouais, je me souviens qu'en fait, je viens de m'en souvenir en fait en te le disant. En fait, on a tourné et on n'avait pas du tout d'autorisation, c'est-à-dire qu'on a tourné dans un magasin sans autorisation. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans le magasin n'étaient pas au courant qu'on tournait. Ça peut pas paraître fou, mais on était vraiment des pirates. Enfin, c'est ce que disait toujours Guillaume. Parce que si on demandait l'autorisation, on ne l'avait pas. Et donc on l'a prise. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je ne vous dis pas d'aller tous dans les supermarchés tourner. Il vaut mieux demander des autorisations. Mais là, on n'avait pas le choix. Et puis, on l'a fait. Voilà. Et donc, il y a quand même un responsable qui s'est rendu compte, surtout quand le scooter a démarré, qu'il y avait quand même un truc bizarre. Donc, ils nous ont dit, bon, d'accord, vous restez dans cette partie-là. Et puis voilà, ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que les gens qui passent et tout, ils ont des gens, en fait, qui se sont même pas rendus compte qu'ils étaient dans le film, en fait. Ils n'ont même pas vu la caméra. Et dans le scooter, c'était en fait un jeune, celui qui était au rayon charcuterie. Il était dans le magasin, il poussait le scooter et je lui dis ah mais c'est super, vous avez un scooter et tout. Il me dit ouais je travaille là, mais après voilà. Et je dis vous pourriez pas le démarrer là juste 2 minutes et tout, comme ça on tourne tout de suite et tout serait super. Il me dit ouais d'accord, donc voilà, parce qu'après si j'avais demandé, c'est pareil. Alors je dis pas qu'il faut le faire, mais parfois il faut quand même le faire. Ok, donc ne le faites pas, mais faites-le quand même. Plus tard. Ouais, non, mais je sais bien que voilà. Je dis pas que je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais parfois c'est marrant aussi de. Enfin c'est voilà. Comme je suis dans une école, je peux pas non plus. Je sais pas comment vous dire. Mais si, vas-y, dis-le. Non, mais moi j'ai fait tout le temps des choses interdites, mais pas en respectant les gens. Enfin, c'est pas, je mettais personne en danger. Et c'était jamais contre quelqu'un. C'était pour faire des choses, quoi. Je me souviens qu'on a tourné une scène dans un jardin et d'un seul coup je vois arriver 3 personnes en courant. Vous n'avez pas à tourner. Bon, on était là, on regardait les oiseaux, on tournait un voile. J'ai dit tournez, dépêchez-vous de tourner avant qu'ils arrivent sur nous, quoi.
Et parce que parfois, il y a des choses, si vous voulez, on est quand même dans un pays où il faut demander des autorisations pour tout, tout le temps, partout. Et moi, j'en peux un peu plus. Bien sûr qu'il faut respecter les lois, mais aujourd'hui, si vous voulez sortir dans la rue avec votre violon et jouer dans la rue, il faut demander une autorisation. Il y a de l'administration, il faut passer dans des commissions. Donc, il n'y a plus de vie. À un moment donné, à partir du moment où vous ne faites pas de tapage nocturne et c'est en plein après-midi, enfin, voilà. Bon, moi, c'est parce que je vis comme ça, tout en, bien sûr, faisant attention aux autres. Mais je veux dire que tout ce qui est interdit, enfin, on peut quand même le faire. Enfin, tout ce qui n'est pas autorisé n'est pas forcément interdit. Voilà. C'est en Italie qu'ils m'ont dit ça. En Italie, ils sont très forts pour ça. Dans l'extrait qu'on a vu dans le supermarché, mais quand on voit l'intégralité du film, c'est plus évident. Donc, Elle et lui, c'est un film qui est ancré dans le réel, mais il y a très souvent des espèces de bulles poétiques comme ça qui nous emportent, assez rigolotes, parce que quand on a ce joueur de guitare dans le supermarché, par exemple, on en a vu un moment. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport que tu as à la poésie comme ça? Enfin, il y a quelque chose qui je sais pas, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est plutôt les autres qui en parlent. Mais le chanteur qui est, en fait, le matin, on se préparait pour aller au supermarché. Et j'ai vu ce guitariste qui jouait dans la rue. Je me suis dit, il est marrant, lui, ça serait bien qu'il soit dans le supermarché. Donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous voulez bien venir? Il m'a dit, oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez jouer devant la boucherie? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça décale complètement. Mais je pense que la vie, elle est forcément spontanée et que c'est important de laisser parler sa spontanéité. Souvent, on met le mental, on dit, non, je ne vais pas demander, non, je ne vais pas oser, non, je ne vais pas faire ça. Et c'est toujours non, 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 non. Et parfois, il faut dire, tiens, pourquoi pas aller lui demander? J'avais deux chances. Soit il me disait oui, soit il me disait non. Et finalement, il m'a dit oui. Et j'aime bien ce décalage de la réalité dans la réalité. C'est-à-dire que c'est juste un niveau de lecture. Si vous rentrez dans un restaurant, que vous vous asseyez, que vous regardez tout le monde, vous avez au fur et à mesure tellement de vie. Vous pouvez imaginer d'où viennent les gens. Et ça devient un ballet extraordinaire. Donc c'est vraiment dans le fait, quand on fait du cinéma, je pense que c'est vraiment important d'observer. Et que d'un seul coup, il y a des situations comme ça qui peuvent être vraiment très, très incroyables. La vie est vraiment incroyable. Donc ça dépend comment on la regarde. Mais après, moi, je ne sais pas, la poésie... oui, c'est vrai que j'aime la poésie parce que j'aime le rock comme j'aime l'opéra et j'aime la vie parce que j'aime beaucoup regarder les enfants. Je trouve qu'ils savent tout et je sais pas comment vous dire. La poésie, qu'est-ce que c'est? C'est juste peut-être une sensibilité de vivre le monde et de regarder le monde. Ce qu'on retient quand on t'entend parler aussi, et je m'adresse là à nos étudiants, c'est à quel point tu parles de réalisation et d'écriture, et par le fait de regarder le monde extérieur, c'est-à-dire que tu passes du temps à regarder, et tu le retranscris dans un film. Je fais que ça. Hein. Je passe mon temps à... Oui. Et je pense que l'observation, c'est très important. D'ailleurs, on nous le disait déjà chez Béjart, et les profs de théâtre nous le disaient. Des fois, vous passez dans votre rue depuis 10 ans, on vous demande, il y a combien d'étages à cet immeuble? Et vous ne savez même pas, vous dites, je ne sais pas, 3, 4. Ben non, il y en a 5. Et on n'a même pas regardé qu'il y avait là une vieille dame qui vivait, qui avait une petite terrasse. Et si vous voulez reconstituer, en tout cas restituer une vie, je pense que c'est très important de l'observer, de la contempler, de la ressentir, puisque le cinéma, ce n'est que de l'émotion. C'est que ça, le cinéma. Quel que soit le cinéma qu'on veuille faire, et quel que soit le métier qu'on fasse dans le cinéma, on est quand même là pour rêver. C'est que de l'émotion, quoi. Donc, bien sûr que la vie, c'est un festin permanent. On change de quartier, il se passe plein d'autres choses. On rentre dans un bar, c'est autre chose. On change de pays, tout est différent. Et c'est important, je pense, d'ouvrir ses yeux, son cœur, sa conscience, son esprit, pour accueillir et pour recevoir tout ce que le monde a à nous proposer. Puisque nous, en tant que personnes qui nous dédions à faire du cinéma, on a envie de restituer ce monde-là et en tout cas de le raconter. On raconte des histoires, hein, que ce soit à la télé ou au cinéma, quand même là pour raconter des histoires. Alors, donc, Elle et lui au 14e étage, c'est ton premier long métrage. Tu as réalisé un second long métrage plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre les deux Plein de choses dans ma vie. Je sais pas, les années ont passé très vite et puis j'ai beaucoup continué à travailler sur des tournages. J'ai écrit aussi énormément. Voilà, c'est la vie. J'ai perdu des gens très proches. Ce qui m'a amené forcément à
peut-être à me recueillir, à méditer, à lire énormément, à aller voir beaucoup de films et à écrire. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit 4 longs métrages. J'ai voyagé aussi parce que ça ouvre l'esprit, c'est vrai. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un film, c'est quand même un peu long, hein. Il ne suffit pas d'avoir un scénario et même d'avoir des acteurs connus qui acceptent votre projet. Il faut édifier tout un processus de production qui est quand même assez difficile. Pour celui-là, c'était assez costaud, je dois dire, parce que je me suis retrouvée, en plus de la réalisatrice, la productrice du film. Donc je sais pas, puis il n'y a pas de règles. Vous savez, il y a des gens, ils font des films tous les 2 ans. Il y en a qui font un film dans leur vie. C'est pas mieux ou pas bien. Je crois qu'on essaie tous de suivre notre parcours avec ce qu'on est, avec nos plus, nos moins, et que voilà, il n'y a pas de règles en tout cas. J'ai appris beaucoup. Et puis, j'ai aussi donné beaucoup de cours dans des écoles, dans des BTS, dans la FEMIS, enfin dans plein d'autres écoles en province et oui, à Paris. Et puis, c'est vrai que je montrais le film aussi. C'est vrai que j'ai eu pas mal de rencontres à l'étranger. Et avant d'en parler trop, parce qu'on va attendre de le voir pour après en parler avec vous. Mais donc, on va arriver à l'Étoile de jour, donc ce second long métrage. Pourquoi cette histoire? Pourquoi ce long métrage? Pourquoi pas un autre? Comment on arrive à ce film-là? Mais je sais pas, moi. Je sais pas pourquoi celui-là plutôt un autre. Ça s'est imposé, quoi, en fait. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de travailler avec Denis Lavant. Je pense que vous connaissez les films de Léos Carax. Donc, en fait, moi, j'avais envie de travailler avec lui. Et voilà, donc ça a été la première rencontre. Après est venue voilà, l'idée dans une histoire que Iggy Pop puisse jouer le rôle de sa conscience. Enfin, voilà. Ça s'est déployé comme ça. En fait, je travaille pas... Enfin, en même temps, il n'y a pas de recette, hein. Ce qu'on disait, la règle, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. Il y en a qui écrivent, c'est ce qui m'est arrivé déjà d'écrire vraiment à la virgule près. Et ce qui est d'ailleurs le cas d'elle et lui. Tout le monde me disait, c'est formidable, vous improvisez tout le temps. Pas du tout. Tout était extrêmement écrit. Alors par moments, bien sûr, ça nous dépasse autrement, parce que si on ne faisait qu'exécuter, on ne ferait pas de cinéma. Heureusement qu'il y a des grandes surprises qui arrivent. Mais pour l'Étoile du jour, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai rencontré Denis Lavant et déjà, je voulais que ça parte de notre relation et de l'histoire qui commençait à se créer, après du lien qu'il pouvait avoir avec Iggy Pop. Et de là, c'est déployé toute une histoire. Ça s'est vraiment fait comme ça. Donc, je trouvais de l'argent au fur et à mesure et le scénario a été écrit après. Donc, ça ne s'est pas passé de manière comme on dit qu'il faut que ça se passe, quoi. Mais encore une fois, c'est juste un exemple et c'est une expérience comme ça. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. C'est très étonnant. Moi, je discute beaucoup avec les musiciens qui me disent qu'on est traversé par des choses. On ne sait pas pourquoi on écrit, pourquoi on a envie de ça, pourquoi on a envie. On est vraiment traversé, on capte les choses, on est vraiment des personnes qui canalisons et puis après qui travaillons pour pouvoir mettre en œuvre. Mais je crois que les idées, elles sont dans l'air et on les capte, hein, qu'on soit écrivain, réalisateur, musicien. Et puis tous les techniciens qui travaillent dans les films sont des œuvres d'art. Moi, des artistes d'art plutôt, pas des œuvres d'art. Mais que je travaille avec les ingé-sons ou enfin, tous les techniciens, chacun a sa patte à apporter. J'ai beaucoup travaillé avec l'ingé-son pour savoir comment le son allait se travailler sur le tournage. J'ai travaillé beaucoup avec les gens de la régie pour qu'on choisisse les roulottes. Tout a été vraiment fait dans une grande implication et chaque poste est tellement fondamental, le chef-op évidemment, mais tous les postes. En fait, quand vous dirigez une équipe, on est vraiment comme un chef d'orchestre et chacun a son talent que nous, on doit faire vraiment émerger donc pour une partition commune, hein, qui est le film. Mais il faut vraiment donner à tout le monde envie d'être là. Et ça part du réalisateur. C'est vraiment le réalisateur qui doit beaucoup respecter son équipe et lui donner envie d'être là et d'inventer, chacun à son niveau. Voilà. Merci. On va bientôt regarder le film. Est-ce que tu veux que la classe le découvre tel quel? Est-ce que tu veux l'introduire? Déjà, je suis contente que vous partiez pour ce voyage. Voilà, parce qu'on a tourné ça donc sur la côte d'Opale.
Et qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est un film qui a déjà beaucoup voyagé, puisqu'il a eu, je sais pas, je crois qu'on est à 28 festivals dans le monde. Donc c'est déjà un film qui m'a beaucoup aussi fait voyager, mais voilà, qui a été reçu par un public russe ou ukrainien ou finlandais. Ou il a été à Bombay, il a été partout. Pas encore, il va bientôt aller en Chine là, et au Japon. Donc moi, je suis très heureuse de vous le montrer aujourd'hui. J'espère que vous pourrez le recevoir avec votre cœur, voilà, avant tout. C'est ça qui est important. Est-ce que vous voulez poser des questions directement à Sophie, peut-être juste après le visionnage du film? C'est dur après, peut-être, non, quand ils sont dans On va poser la question, on va voir, sinon on prend le relais. Comment est venue l'idée de ce film? C'est ce que je disais. Comment est venue l'idée? Tu veux savoir l'idée du film? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait. À la base, j'avais pensé à Lilium je ne sais pas si vous avez vu. Fritz Lang a fait un film, Lilium, qui est très beau, un film de 1920, je crois, 25. Ouais. Et en fait, c'est un Hongrois qui a écrit la pièce. Et à la base, c'est vrai que je voulais j'avais envie de faire une adaptation de Lilium tout au début. Et j'ai appelé, en fait, les droits étaient à la Columbia, aux États-Unis. Et bon, je ne me suis pas bagarrée avec eux parce que ça rigole pas du tout. Ils ne voulaient absolument pas qu'il y ait un autre film, pour l'instant en tout cas. Et donc, j'ai développé l'histoire, c'était un monde forain. Je l'ai mis très expressionniste allemand, comme ça, magnifique. Je l'ai transposé dans l'univers du cirque. Et l'idée dans Lilium, en fait, il y a toute une histoire d'un personnage qui a le droit à une rémission, c'est-à-dire que il a le droit il meurt et quand il revient, il a le droit d'essayer de faire le bien, de réparer ses erreurs qu'il a faites. Et j'ai transposé ça avec cette histoire d'une conscience qui a été au-dessus de lui, qui est notre conscience, en fait, le meilleur de nous au-dessus de nous, un peu notre ange gardien. Et voilà, c'est comme ça. Et les personnages du cirque se sont déclinés au fur et à mesure. Et sont venus des personnages voilà, comme le tyran, et puis la gitane qui a des pouvoirs surnaturels, et puis voilà, l'histoire d'amour, évidemment, qui demeure au-delà de toutes les épreuves. Voilà, c'est un peu né comme ça. J'étais malade, j'étais au lit, pour tout vous dire. C'est vrai, en fait, j'étais malade, j'avais un grand chagrin d'amour, j'étais au lit et j'ai beaucoup écrit. Comme quoi les chagrins d'amour, des fois, sont très stimulants pour le travail. Enfin, je veux dire que j'ai sublimé, voilà, j'ai sublimé ce qui se passait dans la réalité pour pouvoir... je l'ai mis au service d'un travail, quoi, d'un scénario. J'ai répondu à ta question? Ouais, ok. Pourquoi j'ai choisi Iggy Pop? Écoute, je ne sais pas, c'est pareil, c'est vraiment des révélations, comme j'en disais tout à l'heure. En fait, ça m'est venu, je connaissais Iggy, bien sûr, comme tout le monde, j'écoutais ses disques. Je l'avais jamais vu en concert, par contre. Mais ça s'est passé 15 jours, donc j'avais déjà rencontré Denis, on avait déjà fait des essais, parce que je travaille beaucoup avec mes acteurs, je fais des répétitions. D'abord, j'essaie de créer, le lien se crée ou pas, tu vois. Denis Lavant, je l'ai rencontré tout simplement, je vous le dis, je l'ai attendu à la sortie il jouait au théâtre, je suis allée voir la pièce et je l'ai attendu à la sortie. Ça s'est passé comme ça, donc je suis allée lui parler, voilà. Donc après, il y a le lien qui se crée, ou pas d'ailleurs, hein. Parfois ça peut très bien ne pas avoir lieu. Et après, en promenant dans la rue, en fait, j'étais à la Fnac des Ternes et j'ai vu une affiche d'Iggy qui venait dédicater son livre, enfin son disque... dans la semaine, enfin dans les 15 jours, et j'ai eu vraiment c'est venu à moi, en fait, c'est comme une espèce de flash où je me suis dit, mais ça serait merveilleux qu'il joue, qu'il soit, ah oui, quelque chose d'au-dessus, parce que forcément Iggy, c'est quand même un personnage mythique, et, puisque depuis 1968, il est sur scène et qu'il cristallise comme ça tout le monde, tout un monde punk rock, qu'il est devenu lui-même une entité presque, enfin voilà, mythologique, quoi. Et donc j'ai eu comme ça cette révélation, mais c'est vraiment été comme un flash, quoi, tu vois. Et après j'ai fait en sorte de pouvoir le rencontrer, ce qui a été encore un défi, parce que comment on rencontre Iggy Pop, c'est vrai,
Je vous pose la question, quoi, mais d'ailleurs, lui, il veut savoir. Eric, il veut savoir absolument voilà, comment tu as rencontré Iggy Pop. Comment tu as fait? Voilà, je t'ai posé cette question et... C'est la question qu'on me pose toujours. Ben non, mais c'est parce que c'est vrai que ça peut paraître complètement fou, quoi. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis vraiment que tous les rêves sont possibles. Après, j'aurais très bien pu complètement échouer, mais j'ai essayé. En tout cas, j'ai essayé. C'était tellement fort en moi que j'avais vraiment le cap de ça. Ben, je vais vous dire tout simplement ce que j'ai fait. Je suis rentrée à la FNAC, je suis allée à l'accueil, comme tout le monde, et j'ai demandé s'il y avait, je pouvais avoir le mail de la directrice de la com qui organisait l'événement, de la dédicace. On me l'a donné. Après, je suis allée voir, j'ai vu que dans un journal, il y avait quelqu'un qui avait écrit un article sur Iggy, il y avait le mail du journaliste. Hein, donc, vous voyez, c'était vraiment à la portée de tout le monde. Hein, n'importe qui aurait pu le faire, hein, franchement. Mais c'est mon envie et mon désir, je pense, sacré et sincère qui a fait que... Donc, je suis rentrée chez moi le soir et j'ai dit bonjour. J'ai envoyé un mail, j'ai dit voilà, j'ai l'intention de faire un film avec Denis Lavant et j'aimerais bien qu'Iggy Pop participe, comme ça, voilà, c'est comme ça, hein, tout simplement. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, transmettre mon mail à son manager? Voilà, c'est un peu une bouteille à la mer, hein, tu vois. Et j'ai fait pareil pour le journaliste. Et le lendemain matin, j'allais donner des cours, je me souviens, je donne des cours aussi dans les écoles. Il y a le manager qui m'a appelé, qui m'a dit bonjour, j'ai reçu un mail, alors il paraît que vous voulez faire un film avec Iggy. Ben d'accord, on se voit, venez demain à mon bureau. Donc je suis arrivée avec mon petit vélo. D'ailleurs, à chaque fois qu'il raconte, ça fait rigoler parce que je suis arrivée avec mon vélo. Et alors il a demandé, il m'a posé 2-3 questions, il m'a quand même bien regardé dans les yeux pour savoir si j'étais déterminée et si c'était sincère profondément. S'il n'y avait pas un coup, tu vois, c'était un coup de cœur, mais pas un coup médiatique ou je ne sais quoi, tu vois, c'était vraiment sincère. Et je me souviens qu'il a voulu voir mon premier long métrage. Et puis, j'avais écrit une lettre à Iggy en racontant l'histoire avec une petite photo de Denis. Et puis il me dit bon ben écoute d'accord, alors il regarde, il m'écoute, il me pose, alors quand même il m'a regardé, il m'a dit alors tu veux faire un film avec Iggy Pop toi? Alors j'ai dit bah ouais j'aimerais bien, enfin tu vois c'était vraiment spontané quoi. Et 8 jours après il m'appelle et il me dit bon bah écoute Iggy est à Paris, je lui ai donné ton premier long métrage, je lui ai donné sous-titré en anglais et puis je lui ai donné ta page, là, parce que j'avais quand même pas de scénario. Hein. J'avais pas écrit le scénario, j'avais juste 2 pages, 1 page et demie, quoi. Et il m'a dit, je crois qu'il va t'appeler. Alors, je lui ai dit, ah bon, il va m'appeler et tout. J'étais comme ça, ah bon. Alors, d'un seul coup, le rêve devient réalité. Tu dis, c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Et je voyais Iggy qui était venu donc faire sa fameuse dédicace. Mais ça, j'ai pas pu approcher la FNAC, c'était surbondé. Je le voyais passer dans toutes les émissions, tu vois, sur France Inter, il avait fait un concert. Je le vois passer donc au Grand Journal de Canal. D'ailleurs, on est passé au Grand Journal, nous, pour le film, c'est marrant. Et je me disais, qu'est-ce qu'il est beau et tout. Oh là là, ça va être trop bien. Mais non, mais c'est pas possible, il m'appellera pas. Enfin, tu vois. Et je le voyais en direct à la télé, quoi. Et puis, je vous raconte ça parce que c'est pour vous dire que tout est possible, hein, quand c'est juste, hein. Quand c'est juste, c'est-à-dire que quand ça vient vraiment du cœur et que ça peut faire écho à l'autre. Et puis, je me disais, il est là, il fait 4-5 jours de promo, comme font beaucoup les Américains, puis après c'est fini, ils reprennent l'avion. Et l'émission de Canal se termine, et j'étais là, je rêvais, et j'entends mon téléphone sonner, et je ne le trouvais pas. Donc j'entends ça sonner, je me dis, mais si ça tombe, c'est lui, et tout, et je ne retrouvais pas mon téléphone, c'était terrible. Et donc, trop tard, évidemment, j'attrape mon téléphone et là j'avais un message d'Iggy qui me dit hey Sophie, I'm very happy, I would like to say, enfin je comprends rien à ce qu'il me dit, juste hey Sophie. Donc je rappuie sur le 5 et là je tombe à son hôtel et je dis voilà, je voudrais parler avec Iggy Pop, mais très bien, et là je parle avec Iggy, quoi. Ça a été quand même, je vous le dis, un des grands moments de ma vie. Et en plus il me dit parce qu'il a un accent tellement américain et moi je parle pas très très bien anglais. Et il me dit je vais regarder ton premier film, mais tu sais que mon rêve, c'est de travailler avec Denis Lavant. Moi, je ne pouvais pas le deviner, quoi. Comment je pouvais deviner qu'Iggy Pop, qui habite à Miami, connaît les films de Carax? Ceci dit, il adore la culture française. Hein. Il est très, très friand il est très passionné par tout ce qui est vraiment la littérature française, le cinéma, etc. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'Iggy Pop rêvait de tourner avec Denis Lavant. Donc il me dit, yeah, it's a good idea. Yeah.
Et il me dit, écoute, je te réponds par mail. Voilà. Alors je lui dis, ah mais c'est trop bien, t'es où et tout. Mais c'est vrai que ça dépassait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est quelqu'un de très impressionnant, mais il était tellement simple. Je lui dis, t'es où là? Alors il me dit, je suis à l'hôtel. Je fais, tu veux que je vienne et tout? Ouais, je suis très culottée quand même, c'est vrai. Mais est-ce que je suis très timide et en même temps, c'est ce que disait Truffaut, hein, que les plus timides, c'est les plus culottés en fait. Bah, il me dit, non, là c'est trop tard parce que je prends mon avion demain à 5 heures. Mais il n'y a pas de problème, on va correspondre par mail, quoi. Ah, c'était quand même un grand moment. Alors oui, je lui dis, je t'ai entendu hier sur France Inter et tu as fait ton concert et tout. Et il me dit, c'était bien. Ah, je lui dis, mais bien sûr que c'est bien. Pourquoi tu me demandes à moi si c'est ça qui est dingue, quoi. C'est des gens qui ont une humilité. Il me dit, ça passait bien le concert et tout. Je dis, mais oui, c'était merveilleux, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire qui nous incite à tous de croire que avec une vraie sincérité. Bon, après, voilà, je dis pas que ça peut marcher à chaque fois, ça aurait très bien pu ne pas marcher, mais au moins j'aurais essayé. Et vous savez, quelquefois, ça va pas être cette personne-là. Bon, ceci dit, Iggy, c'est quand même quelqu'un d'assez irremplaçable, mais on ne sait pas pourquoi, parfois on est traversés tous par des idées d'écrire un scénario ou de travailler avec telle personne. Mais il faut vraiment avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses désirs, parce que le cinéma, c'est quand même, quel que soit le métier que vous exercez, c'est quand même du désir, hein, c'est quand même de l'émotion et quand même beaucoup de passion, je crois. J'ai répondu longtemps. Hein. Je me permets juste de faire une petite parenthèse sur cette histoire pour vous ramener aussi à ce que vous faites à l'intérieur de l'école et aussi de vos films. Denis Lavant a joué dans un film d'un court-métrage d'un étudiant en 3e année, un petit peu sur le même modèle. C'est-à-dire Denis Lavant est juste un comédien absolument fabuleux. Et l'étudiant de 3e année le voulait éperdument pour un film, encore une fois un film fait avec le cœur. L'étudiant, par un concours de circonstances d'enquête, a trouvé son adresse et a laissé le scénario du court-métrage avec son numéro de téléphone, donc dans la boîte aux lettres de Denis Lavant. Et quelques jours plus tard, Denis Lavant l'appelait pour lui dire qu'il était OK. Donc c'est possible. Tout est possible. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une phrase très importante parce qu'avec le cinéma, on crée du rêve et on fait ça pour les gens. Donc on a envie de partager des émotions. Et c'est vrai que tout est vraiment possible. Il ne faut pas avoir peur de rien et y aller, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que l'on reprenne notre débat? Oui. Ouais, je me demandais pourquoi le monde des forains, ça évoque quelque chose de spécial pour vous? Vous avez eu une Oui, expérience? en fait, là, on est passé des forains au cirque, mais je crois que la fête foraine, comme le cirque, ça évoque le merveilleux et le monstrueux en même temps, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir de beau. Quand on va au cirque, on est là, on est émerveillé comme des enfants, et en même temps, il y a le danger, quoi. Et puis là, c'est un cirque pauvre, donc il y a vraiment cette passion qu'ils ont de faire leur numéro. Les spectateurs sont peu nombreux, mais quand même, ils sont au rendez-vous, ils font leur numéro. Vous avez vu, le magicien, il est là, il veut faire d'autres numéros. Et il y a quand même le miracle qui arrive comme ça. Et je crois que le cirque, c'est vraiment le monstrueux comme le merveilleux. C'est un métier très difficile, quoi. Les gens du cirque, ils peuvent pas mentir, quoi. Ça demande vraiment une discipline forte, mais c'est surtout pour le côté, le côté un peu intemporel aussi que j'aime bien. Ça nous rappelle les cirques quand on était petit dans les villages. On peut aller au cirque et d'un seul coup, voilà, il y a la magie qui peut. D'ailleurs, il y a un tour de magie que vous avez vu. Et je sais pas, c'est le merveilleux et le monstrueux. Je crois que c'est ça, ouais. On a parlé donc de Denis Lavant et d'Iggy Pop. Est-ce que tu peux nous parler aussi du reste du casting qui est quand même très impressionnant? Oui, bah c'est vrai que dans l'ordre, je vous l'ai dit, donc ça a été Denis, après Iggy. Après, Tchéky Karyo, je trouvais qu'il était intéressant. Parce que les personnages dans le film ont un côté très dur, mais une part d'ombre et une part de lumière, je pense, comme nous avons tous en nous. Et que tout dépend vers où on veut tendre, vers le meilleur ou vers le pire. Mais je trouvais ça intéressant qu'ils soient tous touchants, parce que quelqu'un devient monstrueux, peut-être parce qu'il a souffert, ou parce que lui-même a été battu, peut-être, voilà. Et c'est vrai que j'ai pensé à Tchéky Karyo, que j'avais rencontré il y a longtemps, que j'avais joué dans un film, donc je l'ai contacté. Natacha Régnier, c'est des choses qui sont imposées, ça a été très facile de tous les rencontrer.
Après, il y a eu Béatrice, que je ne connaissais pas. Bah, j'ai fait comme, voilà, j'ai appelé son agent, je lui ai parlé, il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, je te donne le téléphone, tu l'appelles. Donc j'ai laissé un message en me disant qu'elle ne me rappellerait jamais parce que je trouvais que peut-être j'avais laissé un message un peu trop gnangnan, quoi. Mais pas du tout, elle m'a rappelé. Alors elle lit pas du tout les scénarios, elle veut rencontrer les réalisateurs. Et c'est suite à la rencontre qu'elle décide de travailler avec vous ou pas. Et puis voilà, ça c'est après Bruno Puzzulu est arrivé pour Le Magicien. Et puis il y a aussi des gens que j'ai pris qui sont pas du tout connus. J'aime bien mélanger en fait les gens comme ça, les grands artistes qui ont beaucoup d'expérience avec des gens qui n'ont presque rien fait ou pratiquement rien fait. Je trouve ça intéressant de les lier tous ensemble. Mais on a répété, hein, les numéros de clowns ont été répétés, on a travaillé avec des clowns russes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière, qui j'espère a l'air de ne pas en avoir. Mais faut pas que ça se voit qu'on ait beaucoup travaillé, quoi. Mais justement, pour que ça soit comme ça, un petit peu plus léger, faut beaucoup travailler. Mais c'est vrai que d'un seul coup, je me suis retrouvée sur le tournage. On n'avait tellement pas de temps que. Mais il y a des moments où je me disais, c'est fou, ils sont tous là, c'est merveilleux. Donc j'étais dans un état, j'étais un peu en transe, quoi. Mais j'étais rattrapée par le temps et aussi par les difficultés du tournage où on a eu vraiment beaucoup de problèmes avec la production. Donc il fallait déjà faire face à tout le côté logistique et organisationnel. Mais c'était quand même j'étais quand même dans un état de grâce, c'est vrai, d'avoir tous ces grands artistes qui me faisaient confiance, quoi. Parce qu'il y a une très belle histoire derrière les problèmes de production. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Bah, je pense qu'il y a des gens qui font... Enfin, de toute façon, tout le monde est lié aux problèmes de production. Enfin, on va parler de solutions de production pour être positif. Oui. Non, c'est qu'en fait, en plein milieu du tournage, le producteur a disparu. Donc c'est un film dans un film. Il est parti avec les sous, comme Héroï est parti avec les sous dans le film, quoi. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte parce qu'après, ça se passe dans la réalité. Et ce qu'on vivait, nous, l'équipe, comme une grande troupe, c'était exactement ce que vivait la troupe, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire que je n'avais pas assez demandé au producteur ce qu'il avait. Est-ce qu'il avait une chaîne de télé, hein, pour produire un film il faut des partenaires financiers, l'avance sur recette avant réalisation, au mieux, une chaîne ou deux de télé. Et là, il me disait, oui, t'inquiète pas, j'ai produit David Lynch, j'ai produit machin, t'occupe pas, fais ton film. Et puis l'argent n'est pas arrivé, donc il a disparu. Donc je me suis retrouvée avec une équipe de 50 personnes seule, à devoir donc jongler avec les deux casquettes et surtout m'engager à faire respecter les engagements qu'avait pris le producteur, c'est-à-dire que tout le monde, tôt ou tard, soit entièrement payé. Donc ça a été quand même une épreuve multipliée par 10 parce que c'était quand même très difficile. Parce que c'est incroyable quand même cette histoire, c'est-à-dire le film est là. Enfin, moi, il m'a conquis, je pense, dans cette salle également. Et tu as réussi à faire front quand même et à rester concentré sur ce que tu fais, sur ce que tu voulais dire, tu voulais transmettre, alors que c'est écrasant, ce genre de problème. Ouais, c'était dur quand même parce que c'est vrai que c'était déjà très fatigant. Mais tu sais, je pense vraiment que le film était plus fort que nous tous et nous a poussés à... parce que les gens pas payés, hein, c'est compliqué. Hein, on est en province. Il y en a qui me disaient comment je vais faire. Je ne peux pas payer mon loyer. Il y a des gens qui pleuraient. C'était chaud quand même. Donc j'ai appelé un très grand producteur, Christophe Rossignon. Je ne sais pas si tu le connais, qui a produit... il y a 20 ans, il a produit... il y a plus de 20 ans, il avait produit La Haine, en fait. C'est lui qui avait découvert Mathieu Kassovitz. Et lui, il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses venir un huissier. Est-ce que tu as pris soin à que tout le monde signe les contrats ? J'ai dit, ouais, j'avais vérifié, en fait. 8 jours avant, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit, il faut que je vérifie que tout le monde ait bien signé ses contrats. Donc, grâce à ça, on allait pouvoir se battre avec la loi, c'est-à-dire les prud'hommes, les tribunaux, etc. Mais il fallait maintenir d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait des gens au début qui voulaient partir, pas les acteurs, hein, mais il y avait 2-3 techniciens. Donc, il a fallu que j'œuvre par tous les moyens. On a eu des votes, on a eu des arrêts de tournage. Mais personne n'est parti et on est allé jusqu'au bout. Et j'ai réussi après, par les tribunaux, à faire payer tout le monde. Mais c'était, vous voyez, c'était quand même c'était costaud quand même. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup de choses.
Et les acteurs ont toujours été autour de toi? Tu as été bien Les entouré? acteurs voulaient absolument continuer le film. Et alors on votait, alors on se mettait dans le cirque, il y avait des votes comme ça. Bon, moi j'étais quand même, intérieurement c'était quand même assez dur. Mais j'ai gardé la foi. Et puis oui, Tchéky Karyo en tête m'a énormément soutenu, enfin tout si vous voulez, hein, mais Tchéky Karyo a été spécialement comme un grand frère. Et il appelait plein de gens qui pouvaient venir peut-être voyez, nous aider. Et il voulait absolument pas quitter le film, parce que ça nous dépassait complètement, quoi. On a eu, si vous voulez, des déboires quand même assez conséquents, mais on a eu aussi des miracles, quoi. Il y avait par exemple, par exemple le loueur de la caméra qui était à Bruxelles, qui donc lui, c'est pareil, il n'était pas payé. Donc un jour il arrive, il me dit bon, voilà, loueur de la caméra, je vais vous reprendre tout le matériel et tout, tu vois, on est en plein tournage. Alors je lui dis ouais, mais venez parce qu'on est en train de tourner une scène avec Béatrice Dalle dans la roulotte, là, vous allez voir et tout. Vous voulez un café, tout ça, je l'accueille et tout, tu vois. Et puis, il va voir la scène avec Béatrice, puis en repartant, il me dit, ouais, il avait du mal à reprendre le matos, en fait. Et puis, on commence à discuter, et puis il me dit, non, mais je ne peux pas vous reprendre le matériel, je vous laisse, tant pis pour moi. Et il s'en va. Donc, on a eu des miracles comme ça, vous voyez, parce qu'il n'avait pas été payé non plus. Ils nous ont, je ne sais pas, l'hôtel, c'est pareil, hein, en plein mois de juillet, un hôtel, on avait 35 chambres, quand même énorme. Le mec, il me dit, le directeur de l'hôtel me dit, je peux pas vous mettre dehors, j'ai un truc, je vais prendre un avocat et je vais me battre aussi contre eux. Mais il nous a pas mis dehors, donc on a pu continuer le film. Donc tu vois que c'est bien au-delà de ma propre volonté que ce film s'est réalisé. Ça, c'est vraiment on avait l'impression d'être partis un peu tous dans le désert où on doit être solidaires pour arriver tous entiers, quoi. C'était vraiment ça. Ça a dépassé vraiment l'idée de faire un film. C'est qu'on a eu des épreuves quand même très rudes. Mais tout le monde est arrivé à bon port, le film a été terminé, tout le monde a été payé avec des dédommagements, mais ouais, c'était très initiatique. On va revenir maintenant sur ta méthode de travail sur le plateau, comment tu diriges tes acteurs et notamment Iggy Pop, et aussi ce que tu fais, ce que tu penses être ta partie aussi en tant que réalisatrice sur un plateau. Ce que je te propose, c'est qu'on s'installe devant, on va regarder 4-5 minutes un extrait du making-of. Ah oui, il y a un petit moment du making-of, oui, c'est vrai. On va garder nos micros ouverts, on se plonge inédit dans le noir, que je vous ai ramené, et on t'écoute. Oui, c'est vrai. Donc voilà, là je vous dis, on est dans les dunes. Voilà, bon, vous voyez, hein, ça se passe comme ça, c'est la moto qui va décoller. Je pense que vous savez comment se passe un tournage, de toute façon. Donc vous voyez Denis Lavant. Voilà. Il fallait donner l'illusion que la moto vole alors qu'elle était dans les dunes, quoi. Donc il y avait un petit peu des astuces, de plans. Alors là, sur ce moment-là, en fait, tu lui demandes de changer de main parce que tu as envie qu'il donne la clé de la main gauche, c'est la clé du cœur. Oui, je dis que... il se marrait beaucoup d'ailleurs. Je lui disais que la clé du paradis, il lui donne la clé du paradis et que ça venait... In the US, like you shake right hand and left hand is whoa. Elle lit le contraire. Elle préfère. Yeah, good. Bon, évidemment, il se moquait un peu de moi, mais très gentiment. Iggy demande vraiment beaucoup de choses. Il est il est extrêmement souriant, comme vous voyez. Et puis, il pose vraiment beaucoup de questions. Il est très attentif, très concentré. Et c'était vraiment merveilleux de travailler avec eux, avec Denis aussi. Bon, là, on l'a coupé, ça, parce que c'est un peu trop long, cette histoire de clé du paradis. Là, il lui ouvrait le cœur, en fait. Donc là, on a joué, je vous dis, avec les plans de caméra pour qu'on ait l'impression qu'ils étaient dans le ciel, alors qu'ils n'étaient pas du tout. Enfin, vous voyez, ils sont dans les dunes. C'est coupé, merci, c'est coupé. En fait, on va faire la même chose en contre-champ. Donc on va voir Iggy qui fait ça. Donc, on aura les deux actes. Hein.
We can do the same actions in the. Oui, je parle pas très bien anglais. Le contre-champ. Des fois, ils comprenaient pas, ils me disaient yeah. Oh, contre-champ. Contre-chaise, contrebasse, contrebasse. Je pense qu'on peut essayer de voir. Vas-y, est-ce que tu peux te mettre dans la deuxième position de nuit? Je ne sais quoi. Natacha, l'araignée qui attend, ben voilà, toute l'équipe. Et alors, le projecteur, le ventilateur. Voilà. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que tu cadres. Ah oui, moi Tu j'aime, cadres beaucoup, j'aime beaucoup cadrer. Ouais. Et ça, c'est à l'image, hein, vous l'avez vu, ça. Ah, c'est moi qui bouge pour avoir donné l'impression que c'est la moto qui bouge, mais... Ok. Oui, c'est vrai, tu me dis que je cadre, mais ça me paraît vraiment essentiel de regarder derrière le... Finis ta phrase parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on en a parlé, c'était intéressant en fait. De cadrer? Oui, ce que tu Bah ce que tu oui, m'as dit. enfin, ça me paraît essentiel de cadrer. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une attention. Si vous faites un portrait de quelqu'un, c'est la pensée. Donc, il y avait une prise en général où la chef op le faisait. Donc Nathalie Durand, et où moi je le faisais parce que j'aime bien cadrer. C'est agréable de capter. C'est quelque chose de très physique de filmer. Le louche, il fait ça tout le temps, hein, il cadre tout parce que je sais pas, il y a une proximité avec les acteurs qui fait que ils sentent aussi. Enfin, derrière une caméra, il faut quelqu'un. Enfin, il faut pas se planquer derrière une caméra, surtout quand on a les acteurs devant. Et je pense qu'il y a vraiment une énergie avec les personnes qui sont devant la caméra et la personne qui est derrière, et que la caméra est vraiment le médium et le vecteur qui va capter ce qui se passe. Il y a une intention derrière, il n'y a pas un robot, il n'y a pas un Playmobil derrière une caméra, il y a quelqu'un qui a envie de faire un film, qui a une énergie, qui a envie de raconter une histoire. Et donc je sais qu'il y a des réalisateurs qui se mettent 10 mètres derrière un combo. Moi je peux pas, quoi. Je peux pas. J'ai besoin d'être là, tout à côté ou derrière la caméra. Ouais. On a vu aussi comment tu diriges Iggy Pop et peut-être que c'est, on va dire, le même procédé avec les autres comédiens. Vous êtes assez proches aussi. Tu es aussi physiquement à côté d'eux. Il y a un moment qui est très fort. Alors voilà, il met sa tête, mais la manière dont vous parlez aussi, il y a une douceur, il y a une attention qui est très. Oui, je me souviens avec La Clé du Paradis, parce que j'ai rencontré son manager et après son manager international, il m'a dit ouais, parce qu'on l'approche pas comme ça quand même. Qu'est-ce que tu veux faire avec Iggy? Qu'est-ce que c'est? Et je lui dis alors c'est quoi les scènes? Il a fallu que je fasse un découpage très précis. Et je lui dis, tu sais, à un moment donné, il va lui donner la clé du paradis. D'ailleurs, si tu veux, je te la montre. Et on était dans un café. Il me dit, mais tu te balades avec la clé du paradis? Alors, je dis, ouais, elle est dans mon sac et tout. Et je lui sors la clé comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y avait un côté, comme quand on est enfant, quoi, que j'aime bien parce que, je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais en tout cas, lui, il a été touché. Oui, bah, je parlais du lien qu'on crée en essayant de donner le meilleur de nous. Et puis le lien se crée ou pas. Enfin, vous voyez, il faut que. Je pense que tous ces artistes du film, il y a une chose qui m'ont permis, c'est d'être moi-même. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas tricher. Et c'est ça la chance. Vous ne pouvez pas tricher quand vous regardez Iggy Pop dans les yeux. Denis Lavant, c'est pareil. Béatrice, n'en parlons pas. Et tous les autres, Checky, Bruno, tout ça, Natacha, ce sont des gens extrêmement engagés. Pas seulement artistiquement, mais dans leur point de vue, dans leurs convictions. Pour eux, faire du cinéma, c'est pas juste raconter des histoires, c'est défendre un point de vue, une pensée sur la vie, sur les autres, sur le monde. Donc ils vont pas, vous voyez, on peut pas tricher avec eux. Et ça, c'est formidable parce que ça ne vous donne qu'une chance, c'est d'être vous-même et d'être vrai. Après, vous pouvez faire des erreurs, on en fait tous, mais ça a été vraiment
ça a été la grande chance, c'est qu'on ne peut pas tricher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est formidable. Ils m'ont vraiment donné cette chance de pouvoir être moi-même. Et ça, c'est merveilleux, parce que moi, j'avais le trac au début, hein, même Denis Lavant. Attendez, c'est un grand, grand acteur. Hein. Quand j'ai fait ma première répétition avec lui, je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé du sujet, il m'a dit, OK. Il m'a dit, fais toujours ça. J'ai loué une salle. Je lui ai dit, bon, bah, écoute, moi, je vais te faire travailler, mais quand il est arrivé, j'emmenais pas l'âge. Donc, je lui ai dit, tu sais, tu as une grande expérience d'acteur, moi, tellement peu à côté de toi. J'ai fait qu'un long métrage. Donc là, je suis pas très sûre de moi. Il m'a dit, OK. Parce qu'il faut avouer quand on ne sait pas bien, quand on a peur, faut le dire. Alors, du coup, il m'a dit, bon, bah, tiens, on va faire une impro. Puis, au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, vas-y, à toi. Et du coup, il m'a passé le relais. Et là, c'est parti. Mais comme j'ai été sincère, jamais il y a eu de prise de pouvoir. Ils m'ont toujours respectée. Mais je pense que par moments, c'est très important d'avouer qu'on a un peu le trac. Parce que quand vous avouez que vous avez le trac, après, vous ne l'avez plus. Bah ouais. Si on fait semblant, mais non, pas du tout, mais non, ça va très bien. Mais non, ça va pas, j'ai le trac. Ah bon, t'as le trac, bon, bah, c'est pas grave. Et hop, du coup, ça disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir peur d'avouer tout c'est possible et d'être audacieux, mais parfois aussi, bah, on peut avoir le trac soi-même. Hein, et ils sont pas fous, les gens, ils le sentent. Hein. Est-ce que tu es resté proche de ton casting, notamment après le film? Ben oui, enfin Béatrice, je la vois beaucoup. C'est une panthère, hein, donc on n'apprivoise pas une panthère comme ça. Il faut du temps. Ben oui, je les vois toujours puisqu'on continue à présenter le film à l'étranger, donc je les vois toujours. Iggy, je l'ai vu l'année dernière. On a beaucoup parlé du film communément à ses concerts, donc je l'ai vu un petit peu. Après, voilà, je fais pas non plus. Je vais pas te dire que je l'ai tous les jours au téléphone, c'est pas vrai, mais en tout cas, on a vécu un moment très fort qui est hors du temps, quoi. C'est sûr que. Puis en plus, bon, tu voulais parler de la pochette de disque là? Ah oui, d'accord. Oui, bah c'est parce qu'en fait, la première fois que je l'ai eu devant moi. Le premier plan, en fait, je lui ai demandé de se mettre dos contre le mur. Et j'ai fait une photo et j'ai dit à mon assistante, oh là là, ça ferait une super belle pochette de disque, ça. Mais en rigolant, tu vois, comme ça, évidemment. À l'oreille, je lui ai dit ça. Et un an après, Iggy m'a dit, est-ce que tu pourrais me donner des photogrammes du film? Et il a fait tout l'habillage de son album, d'ailleurs, que j'ai là. Donc, il a fait des vinyles et tout. Et là, complètement... Bon, après, il y a l'intérieur, là, vous ne voyez pas, mais à l'intérieur, il a mis toutes les photos du film, en fait, où il est sur la moto, où il est les cheveux dans le vent et tout ça. Et je me suis dit, c'est incroyable comment la pensée est forte, parce que quand je l'ai vu contre le mur, je me suis vraiment dit, ça ferait une belle pochette de disque, mais comme ça, sans jamais penser une seconde qu'il me demanderait ça. Et je me suis dit, quand même, la pensée est très forte. Parce qu'en plus, moi, je lui avais donné une 30aine de photos. Et c'est celle-là qu'il a choisie pour la pochette. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais aussi à ce qu'on pense. Parce que ça peut aussi, ça peut donner des résultats, dans le bon et dans le mauvais sens. Mais là, c'était dans le bon sens. Mais je crois que la pensée est extrêmement créatrice. Et que quand on fait un film, déjà, on pense au film qu'on va faire. On écrit. Et que pour tous les corps de métier du cinéma, parce que je vous dis, je travaille beaucoup avec tous les gens de l'équipe, qui soient dans le son, dans l'image, qui soient assistants. On crée quelque chose ensemble, vraiment. Et que la pensée, elle est vraiment très créatrice. Hein. La preuve. Hein. Donc le film est sorti en salle en France. Il a beaucoup tourné en festival à l'étranger. Et il continue. Et particulièrement à l'étranger, comment est la réception du film sur des spectateurs qui ont une autre culture, dans d'autres contextes? Comment ça se passe? Il y a vraiment en Italie, par exemple, alors là, ils sont dithyrambiques. Vraiment, je ne sais pas. Je pense qu'ils parlent beaucoup du néo-réalisme italien. On m'a beaucoup parlé de Fellini. Alors évidemment, pour moi, c'est des génies. Donc, je ne peux que m'en approcher humblement, mais... En Italie, j'ai fait beaucoup de festivals, Turin, Rome, 2 fois à Rome, à Palerme aussi.
Je pense que parce qu'en fait, c'est peut-être ils disent que c'est assez organique, tu vois. Moi, c'est vrai que je vis beaucoup plus avec mon cœur, avec mon ventre, avec mon âme, enfin, qu'avec mon mental, quoi. Donc, les Italiens, comme vous le savez, sont très vivants, aiment bien manger, aiment bien chanter. Et comme disait Cocteau, c'est des Français de bonne humeur, quoi. Donc, j'aime beaucoup l'Italie pour ça, parce que beaucoup plus démonstratif. Mais il a été très bien reçu aussi en Russie. Par exemple, je suis allée à Moscou. À Budapest aussi, en Hongrie, j'ai vraiment eu des salles pleines. Et puis là, je suis allée aussi en Estonie. Enfin, le film est allé à Bombay, il est allé à Montréal. Je ne sais plus, il y a eu tellement de festivals que c'est vrai que là, on va aller en Asie. Mais c'est très étonnant parce qu'on a vraiment des manières de fonctionner très différentes d'un pays à un autre. Mais ouais, dans les pays de l'Est, j'avoue. Mais bon, il est allé aussi à Bombay. Alors, tu vois, c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont beaucoup plus peut-être démonstratives, mais les Russes, on dit qu'ils sont froids, mais c'est pas vrai, hein. Ils sont beaucoup plus fervents. Ils boivent beaucoup de vodka aussi, mais après le film quand même, d'avant. Mais il y avait beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de jeunes comme vous qui venaient me voir à Moscou ou dans d'autres. Et le film continue, voilà, à vivre à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui? Tu peux te lever et porter ta voix, s'il te plaît? Quelle a été pour vous la scène la plus dure à mettre en scène? Alors, la plus dure, tu veux dire sur le plan technique et tout ça, ouais. Je crois que ça a été la répétition, là, au début, où ils font tout le bazar, là. Tu sais, tout au début. Ouais. Enfin, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que mettre en scène le chaos, enfin, ou le désordre, il faut le faire dans un ordre. Donc, tu donnes des instructions ou des consignes ou des directives pour que ça soit le bazar. Et c'était fatigant parce que c'était le jour où tous les journalistes sont venus sur le film. Il y avait les Inrocks, il y avait les journaux de Londres, il y avait Gala qui était là. Enfin, il y avait... Et ils assistent, tu vois, donc ils te regardent travailler. Donc, j'aime pas trop, moi. Et puis, comme ils devaient tous être énervés, ils étaient tous énervés, les acteurs. Et puis, Denis il me disait, oh là là, on fait pas grand-chose, parce qu'il faisait peu, comme ça, la trompette, quoi. Et c'est pas évident. Donc, c'était pas une scène très agréable. Tu sais, le son, le tambour, tout ça, ils sont énervés. C'est la première scène, en fait, qui a été la plus pénible. Parce qu'il y a eu d'autres scènes difficiles, mais pas celle-là. Enfin, si, celle-là, elle était pénible un peu. Mais voilà, mettre en scène le désordre, c'est pas facile. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais c'est vrai qu'il y avait par exemple, la scène dans le train, tu vois, la Micheline, là. Enfin, tu avais peut-être une question, non? Non, vas-y. La scène dans le train, il fallait... Vous avez vu le train, là, le petit train pour moi, ils partent loin. Donc, la Micheline devait rouler sur 10 km, évidemment, ce qui réduit on ne peut pas avoir l'impression qu'ils partent très, très loin. Et je me souviens que quand on était tous dans le train, donc toute l'équipe dans le train pour filmer, et ça part, donc grand soleil, et je dis tout haut, parce qu'il n'y avait pas de son en fait, parce que comme la Micheline faisait beaucoup de bruit, on avait dit qu'on le retravaillerait après, il y avait de la musique et tout. Et je dis là, mais il faudrait vraiment que d'un seul coup, que ça pleuve, quoi, qu'il fasse nuit, qu'on ait l'impression que tu vois, qu'il se passe du temps. Et au moment où je dis ça, la pluie arrive. Il y en a qui me disent, ils sont beaux tes effets spéciaux dans le train, là, quand il y a la pluie et tout ça. C'est pas du tout des effets spéciaux. Et je me souviens qu'il y a un machinot, bon, pour qu'un machinot dise ça quand même, il s'est levé, il a dit devant tout le monde, ce film est béni des dieux. Alors, pour qu'un machinot sorte ça quand même. Et c'est vrai que c'était quand même incroyable. Donc, vous voyez, il y avait vraiment des miracles. Et quand on fait un film comme ça, on est dans un concentré de vie absolu. Ça veut dire ce qu'on pourrait vivre pendant des années, on le vit là, tous ensemble en un mois. Et il y a des choses comme ça. Mais même Bruno, Puzulu, des fois, je me disais, il n'y a pas de vent, il faut qu'il y ait du vent là pour la tempête avec le fouet. Et j'étais là, et hop, le vent se levait. Bon, alors c'est vrai qu'on était au bord de la mer du Nord, il y avait des chances, mais ça se levait à ce moment-là, tu vois. Et Bruno me disait toujours, on a une bonne étoile. Donc c'était quand je dis que c'est comme si on avait traversé le désert, avec des moments où on croit qu'on va mourir, avec des moments où on est émerveillé, avec des moments où on a soif. Et puis voilà, et puis
Je parle beaucoup du désert parce que les gens qui ont traversé le désert ont eu souvent des révélations. Il y a un qui ont écrit des livres, tout ça, il dit souvent ça, que dans les épreuves, en fait, il se passe des miracles, quoi. Tous ceux qui ont traversé le désert l'ont dit, quoi. Après, on peut traverser des déserts dans sa vie, hein, mais voilà, nous, on en a traversé un avec la mer à côté, mais c'était quand même un sacré désert, quoi. Et ce film, en termes de temps de ta vie, ça correspond à combien de temps à peu près? 7 ans, 8 ans. C'est beaucoup, hein. Ouais. Enfin, à partir du moment où j'ai eu l'idée, vraiment, où j'ai rencontré Denis, et le jour où il est sorti, 9, 10, 11, 12, ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ans de ma vie, ouais, c'est beaucoup. C'est l'âge de raison, il paraît. 7 ans, le 7e saut, le 7e ciel. Mais il n'y a pas de règle. Il y a des films en un an qui peuvent... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça a duré... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de règle, encore une fois, je le dis. Hein, il y a des films qui se font beaucoup plus rapidement et qui sont des expériences très, très puissantes aussi. Mais celui-là a eu quand même un parcours extrêmement particulier, quoi. Oui, une question? Tu peux te lever, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes servi de votre expérience chez Maurice Béjart pour diriger vos acteurs ou les mettre en scène? Oui, je crois qu'en fait, tout ce qu'on est, aujourd'hui, toi, ce que tu es, c'est tout ce que tu as fait. On est forcément influencé consciemment ou inconsciemment parce qu'on a fait, c'est normal. Et c'est vrai que moi, j'aime bien filmer les corps, hein. Je trouve que dans des films français, souvent, il n'y a que les têtes, tu vois. Et moi, j'aime bien les corps parce qu'un être humain, voilà, un corps, ça parle beaucoup. Comment on marche, comment on s'arrête, comment on bouge. Et c'est vrai qu'on m'avait dit que j'avais une caméra assez chorégraphique où, tu vois bien que ce sont des... Denis Lavant, c'est un danseur. Enfin, pour moi, il marche, il fait 3 pas, il danse, quoi. Tout dépend ce qu'on appelle la danse. Iggy, n'en parlons pas. Son corps est extrêmement expressif. Il chante avec tout. Enfin, vous avez bien vu les concerts, etc. Tous les autres, hein, de toute façon. Et je crois que tout ce qu'on fait dans la vie nourrit ce qu'on fait consciemment ou inconsciemment. Donc, en tout cas, chez Béjart, c'est vrai que ce que j'ai appris, c'est l'excellence, parce que la rigueur, hein, grande discipline. L'art, c'est vraiment, il disait, hein, l'art, c'est du travail, du travail, du travail, et tu es à la barre le matin comme un petit soldat. C'est ça, la danse. Alors après, évidemment, tu interprètes, tu rêves, mais c'est quand même une sacrée discipline, hein. C'est ça que ça m'a appris, hein, beaucoup la rigueur. Parce que j'ai beaucoup de fantaisie, tu vois, mais en même temps, si on n'a pas la rigueur, ça va pas. Donc, je crois que la danse, c'est vraiment, tu vois, les danseurs, ils te disent ils entrent en vocation. Tu dois pas manger beaucoup, tu as une vie. Ils te disaient, le soir, tu peux faire la fête, mais à 9h du matin, tu es à la barre et tu tiens debout et tu fais 3 tours. Et si tu les fais pas, tu es renvoyé. Et si tu prends 1 kilo, tu t'en vas. Donc, tu vois, cette discipline-là, elle m'a amené que avec la rigueur et la discipline, après, on peut faire parler l'art, la beauté. Voilà. Donc, bien sûr que ça m'a influencée. Puis, je crois que la danse, ça fait partie de la vie d'une manière culturelle. Tu es d'accord, toi? Ouais, tu fais oui. La danse, vous savez, avant, on dansait, même au Moyen-Âge, on dansait dans les églises, on célébrait la fête du printemps, la fête des récoltes, et les gens dansaient beaucoup plus. Parce que il n'y a pas encore si longtemps que ça, même au début du siècle, même les gens qui travaillaient très dur, hein, les mineurs et tout ça, et tous les autres, le dimanche, ils allaient danser, même s'ils n'avaient pas d'argent. Et la danse, c'est quand même l'expression, c'est un art merveilleux, c'est l'expression de ce qu'on a en nous, et puis on peut s'oublier avec la danse. Quand on danse, je pense que vous le savez, au bout d'1 heure ou 2, on ne sait plus ce qu'on fait, mais c'est là qu'on se sent bien, parce qu'on libère une émotion et que toute l'expression du corps, c'est très beau à filmer. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, quoi. Je pense que les acteurs existent pas que par leur tête, quoi, mais avec tout leur corps. Enfin, faut pas oublier ça, c'est important. Merci. Il court après les micros. Est-ce que
Donc le film est en train, continue sa voie, Ouais. mais ça fait quelque temps, voilà, que peut-être que c'est terminé. Tu vois vers l'avenir. Quel est ton prochain projet maintenant? Je vais pas. Ben, j'ai Pas dans un- les détails, mais Non, voilà. non, non. Bah, déjà là, si tu veux, en fait, avec la production de ce film, j'ai dû remonter le courant à l'envers, puisque normalement, on part en tournage, on a le CNC quand tout va bien, une chaîne ou deux. Euh, on part avec un producteur qui a du fonds de soutien, donc voilà. Moi, je suis en train de j'ai dû remonter, si tu veux, tout le torrent à contre-courant, donc je me suis fait beaucoup de muscles. Et là, je suis en train voilà, de le vendre à la télévision, puisque normalement, on a un préachat des chaînes, là, on l'a pas eu. Donc là, je continue je te dis, là, il va passer en Chine. Je continue quand même à le présenter et puis le vendre à la télé. Donc c'est en cours. Et oui, bien sûr, j'ai un projet à Rome que j'ai déjà développé. Il y a une bourse, je ne sais pas si vous connaissez Émergence, qui est ouverte aux jeunes réalisateurs. C'est mieux maintenant qu'ils aient trouvé un producteur, mais Émergence, voilà, je l'ai fait pour un prochain projet en Italie. J'ai un projet que je vais faire avant, qui est un film pas cher, qui est une comédie, parce que là, c'est quand même un drame. Là, c'est une comédie, mais poétique et burlesque, que je vais faire entre la France et la Belgique. Puis j'ai écrit, j'ai 2 scénarios que j'ai écrits aussi, donc voilà, on verra bien, quoi. On verra bien ce qui s'impose et... Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut mettre... il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut déclencher les désirs des chaînes. Quand on ne fait pas des choses formatées, il faut y aller 2 fois plus, enfin, même pas 2 fois plus, 1000 fois plus. Et ça demande beaucoup d'énergie. Il y a une gestation qui est assez longue. Pas seulement la gestation artistique, mais la gestation de production. Donc, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut être convaincu. Il faut choisir son casting. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un bon casting... on arrive plus fort auprès des chaînes. Voilà, donc je suis en plein casting du prochain film. Et puis voilà, puis je donne des cours. C'est vrai que je donne pas mal j'ai des ateliers à moi que j'ai créés, qui sont des ateliers pour les acteurs et pour les gens qui dirigent les acteurs. J'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup faire ça parce que ça me plaît. J'aime beaucoup transmettre et voilà, je fais des choses comme ça. Voilà. On va arriver à la fin de cette masterclass. Avant de bouger, quand même quelques dernières questions. Tu as face à toi donc des jeunes gens qui sont en première année, qui vont passer encore 2 ans un petit peu plus en école et après qui vont atterrir dans le milieu professionnel, qui vont chercher à faire des films, quel que soit leur poste. Est-ce que tu as des choses à leur dire, des conseils à leur prodiguer? Enfin, moi, je n'ai fait que partager mon expérience. Je pense que chaque expérience est personnelle. Ce que je dirais, c'est croyez en vos rêves. Tout ce qu'on rêve, on peut le réaliser. Et que vraiment croyez en vos rêves, croyez en vous, ayez confiance, battez-vous, travaillez. N'ayez pas peur d'aller vers les gens que vous rêvez de rencontrer. Soyez solidaires entre vous. Et puis créer avec ce que vous avez, puisque maintenant vous avez quand même des supports de création, puisqu'avec un portable maintenant on peut créer. Je ne sais pas, ce que je pourrais vous dire, c'est de croire en vos rêves vraiment, et je crois que c'est la chose que je pourrais dire. Je voulais dire aussi, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez venir me voir, parce que on transmet aussi des choses, on partage des informations, aussi une forme d'idéologie, mais qui est importante sur ce qu'on dit des grands réalisateurs, des acteurs. Donc moi, je m'appelle Sophie Blondy. Vous me reconnaîtrez sur la photo, je suis un peu la tête penchée comme ça. Et vous pouvez venir sur ma page et puis on peut partager. N'hésitez pas à m'écrire. Je réponds au mieux qu'il soit possible, mais je réponds quand même, j'ai encore le temps de répondre à tout le monde. Voilà, le conseil, c'est d'être vous-même, de rester, surtout de devenir qui vous êtes et de rester vous-même. Voilà. Merci Sophie. Merci à vous. Merci.